De l'usine Whirlpool est-il le symbole des fractures territoriales françaises, avec d'un côté les centres urbains, de l'autre cette France périphérique en crise? Je pose ce matin la question à celui qui a la réponse et qui depuis 10 ans a débusqué la lutte des classes derrière les cartes et les territoires. Bonjour Christophe Guilluy, Bonjour. Géographe, essayiste. Avant d'évoquer ces deux France, j'aimerais que vous nous disiez, avec votre regard de géographe, d'essayiste, pourquoi le premier raffrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'est joué mercredi dans la Somme, au chevet d'une industrie en difficulté, chez les ouvriers de Whirlpool. Au-delà de la com électorale, vous y voyez quoi, vous? On voit simplement des images de gens, des ouvriers, des ouvrières, qui ont encore majoritairement voté pour le Front National. On en est bien là. Et puis, une France qui essaie, ou en tout cas qui met en scène le fait qu'elle va résoudre des problèmes. Le gros problème de fond, c'est que ça fait très longtemps que finalement ce clivage en haut, en bas est présent, et finalement qui n'arrive pas à se représenter par des partis politiques classiques. C'est ça l'implosion d'aujourd'hui. Atlas des fractures françaises, la France périphérique, le crépuscule de la France d'en haut. Christophe Guilluy, vous avez publié depuis 10 ans des livres dont les titres annonçaient ce que les sondeurs et les politologues ont constaté lundi matin. Autrement dit, jamais deux candidats n'ont aussi bien incarné les déséquilibres et les inégalités sur la carte de France. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se replacer dans le temps long. Là, par exemple, on parle de Whirlpool, c'est très court, enfin bon, ça vient d'arriver. En réalité, ce qu'on paye aujourd'hui, la recomposition politique à laquelle on assiste, est une recomposition économique, territoriale, sociale, qui a été enclenchée dans les années 80. C'est-à-dire qu'il faut remonter au virage libéral, par exemple, de la gauche, pour comprendre que la classe ouvrière vote aujourd'hui Front National. Mais on peut se déplacer dans le monde, d'ailleurs. Trump, c'est la financiarisation de l'économie américaine sous Clinton. Donc Thatcher, années 80, vous avez le Brexit 30 ans plus tard, etc., etc. Les fondamentaux, les dynamiques, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les catégories populaires, ce qu'on appelait hier la classe moyenne, sont en train de disparaître. Le grand événement de ces 30 dernières années en Occident, c'est la disparition de la classe moyenne occidentale. Et pourtant, Christophe Guilluy, on parle de lutte des classes. C'est le retour d'une lutte des classes. Ça dit ça, cette élection? Évidemment, quand on dit lutte des classes, on imagine le Front populaire, les types avec leurs casquettes, Jean Gabin sur sa locomotive, etc. Bon, ok, on n'est pas là-dedans. On est dans une lutte des classes presque invisible et inconsciente. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de conscience de classe, au sens où la classe ouvrière l'avait, et puis mais surtout sociologiquement, c'est visible, c'est-à-dire que les catégories populaires votent majoritairement Marine Le Pen, et les catégories supérieures, c'est pour ça que c'est caricatural, Macron-Le Pen, je dis que c'est un affrontement chimiquement pur. Pur parce qu'on a là les métropoles mondialisées qui vont voter en masse pour Macron, et d'ailleurs on l'observe région par région, quand vous zoomez, c'est assez clair. Et qui aime l'Europe. Toutes les métropoles européennes se réclament d'une transnationalité. Alors, avec le discours de l'ouverture, etc., etc. Alors, il faut faire gaffe, attention à ce discours, c'est-à-dire que le discours de l'ouverture laisse entendre que les autres sont dans la fermeture. Ça sent le moisi, hein, évidemment, à contrario. N'oublions jamais une chose, c'est que la classe ouvrière, les catégories populaires ont joué le jeu de la mondialisation. Elles ont joué le jeu de l'adaptation à l'économie monde. Elles l'ont joué dans les années 70, 80, 90, 2000. Et simplement, elles font un constat tout bête, finalement, que le modèle économique ne leur a pas été très favorable en termes de niveau de vie, et puis aussi de situation dans l'espace. Moi, j'insiste beaucoup sur la géographie. La France périphérique, mais comme l'Amérique périphérique, comme les Pays-Bas périphériques, comme la Suède périphérique, ce sont les territoires qui créent de moins en moins d'emplois. Aujourd'hui, l'emploi, statistiquement, il se concentre de plus en plus dans les grandes métropoles. Donc, quid de cette classe moyenne? On est bien là dans sa non-intégration. C'est tout le problème du modèle. Comment expliquez-vous qu'à l'ouest on ait voté plutôt Macron et à l'est plutôt Le Pen, si on fait un peu de géographie électorale et économique? Alors, il faut faire très attention. Alors ça fait partie de l'enfumage. L'enfumage habituel. J'espère que je ne fume pas quand même. Non, mais c'est une fracture qui est vraie. Mais je dirais que c'est une fracture géographique que j'apprenais quand j'étais étudiant à la fac de Géo. C'était Paris et le désert français. Enfin, ça faisait partie. Non, il y avait un axe. Oui, alors Paris et le désert français, c'est encore avant. Mais si vous voulez, est urbain et industriel, et ouest, rural et tertiaire. Donc on retrouve ça, c'est-à-dire que c'est une géographie héritée. Pour comprendre les dynamiques, il faut zoomer. Par exemple, si on prend une région très Macron, la Bretagne, vous zoomez, vous vous rendez compte que oui, c'est très Macron en moyenne, mais en réalité, c'est très 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 Macron à Rennes, et puis un peu moins Macron dans les zones rurales. Même chose si vous prenez une région très Le Pen, l'Est, Nancy, c'est un peu moins Le Pen que les périphéries. Donc cette logique périphérie-métropole marche partout en France, en Europe
et dans le monde. Il y a aussi une cartographie politique qui est bouleversée. C'est l'élimination du PS et des Républicains au premier tour. On parlait des terres socialistes autrefois, on parlait de régions acquises à la droite. Ça, c'est révolu. Bien sûr. Définitivement. Mais c'est-à-dire que, là encore, se replacer dans le temps long. On est toujours sur le commentaire politique, etc., etc. N'oublions pas une chose, c'est que les grands partis, le PS, les Républicains, ont été conçus par et pour la classe moyenne. Une classe moyenne qui n'existe plus de fait. Donc, si vous voulez, les types continuent à s'adresser à une classe moyenne qui est mythique, qui n'existe plus. Et c'est pas un hasard si on retrouve finalement des socles très très minoritaires à droite comme à gauche. En gros, la droite, ça va être les retraités, vous y ajoutez la bourgeoisie traditionnelle, et puis la gauche, c'est toujours quand même la fonction publique avec, on va dire, plus les bobos. Mais tout ça ne fait pas une majorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la recomposition politique, elle est enclenchée. L'intelligence de Macron, c'est d'avoir compris que ça se passait aujourd'hui en dehors du clivage gauche-droite. Les gens, dans la vraie vie, comme on dit, ne se positionnent plus sur un référent gauche-droite. Et l'intelligence de Macron, c'est de s'être dit, effectivement, ça ne va pas se passer avec le PS, ça ne va pas se passer avec la gauche. Et vous, Christophe Guilluy, géographe, il y a les législatives qui arrivent. Qu'est-ce que vous allez regarder dans le résultat de ces législatives qui sont une autre façon de prendre la température et le niveau d'achèvement des thèses que vous défendez depuis 10 ans? Bien sûr. Alors, législatives, il y a deux différences entre législatives et présidentielles, c'est que les catégories populaires votent beaucoup moins aux législatives. Du coup, elles n'influencent pas ou peu, finalement, le résultat. Et c'est bien la difficulté d'analyse des législatives, et d'ailleurs, c'est la difficulté de fond de ces catégories populaires, c'est qu'à la fin, elles votent au présidentiel, mais elles ne votent pas à l'élection essentielle, qui est l'élection législative. Et je crains qu'effectivement, on retourne à la tambouille politique, en tout cas à ce niveau-là. Il n'empêche, la dynamique est lancée, et la recomposition politique, que les partis d'ailleurs ne veulent pas, se fera, de toute façon. Christophe Guilluy, une dernière question. Comment vous expliquez que malgré l'argent de l'aménagement du territoire, les subventions, les investissements, les primes à ceci, les investissements dans cela, eh bien, les inégalités se soient creusées. Le mode opératoire de l'État, parce que c'est aussi ça qui est en cause, la façon dont il se mobilise pour rééquilibrer les inégalités, ça ne marche pas. Alors, déjà, oui, il y a beaucoup de redistribution. C'est vrai qu'on est dans un pays qui a tenu ses territoires. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de création d'emplois publics et de fonctionnaires territoriaux. Sauf que la dynamique économique dit la polarisation de l'emploi. C'est-à-dire qu'en gros, l'emploi aujourd'hui, dans les grands pays développés, c'est en gros du plus, des secteurs économiques les mieux intégrés à l'économie monde, donc on va avoir des cadres supérieurs, etc., etc. Et puis à la marge, des emplois très très peu qualifiés qui vont se créer, mais dans les services, le BTP, la restauration, etc. Donc voilà, on a un monde très très polarisé au niveau de l'emploi, qui est aussi un monde polarisé à l'échelle des territoires. Vous avez une concentration de l'emploi dans les grandes métropoles, inversement de moins en moins d'emplois par ailleurs. Alors à l'exception évidemment des zones touristiques où là vous avez effectivement des richesses qui se créent. Donc ça veut dire que le modèle qu'on a adopté, qui est le modèle, on va dire, mondialisé, est intrinsèquement inégalitaire. L'inégalité est au cœur du modèle économique. Et d'ailleurs, il est aussi au cœur du modèle culturel, puisque le modèle économique mondialisé a aussi un modèle sociétal qui est le multiculturalisme. Christophe Guilluy, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le crépuscule de la France d'en haut. C'est paru chez Flammarion. Merci. Merci. À suivre, une question. Que peut le pape pour les chrétiens d'Égypte? Réponse dans un